Souvent on me demande, parlons prénom, qu'est-ce que c'est? Eh bien, parlons prénom, c'est... Mettre l'accent sur le sens des prénoms qu'on donne, parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous colle à la peau pour toujours. Donc, je trouvais le concept sympa. Eh bien, les prénoms, ça m'a toujours interpellée. Je pense principalement parce que j'ai donné à mon fils un prénom qui correspondait à mon mari et à moi, et parce que mon prénom à moi ne me convient pas selon mes critères, je dirais. Comment vous l'avez vécu, comment c'était? J'adore, j'ai plein de souvenirs qui reviennent, c'est vrai que c'est agréable de parler de tout ça. J'ai parlé plus que ce que j'aurais cru. Après, je suis très bavarde, mais non, c'était... Je suis très contente d'avoir participé à ce podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Pierre Angulaire. Vous écoutez l'émission Parlons prénom, le podcast des parents conscients. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Pierre Angulaire. Aujourd'hui dans cet épisode, nous recevrons Baptiste Coulmont, directeur du département de sociologie et anthropologie à Paris 8 et auteur du livre Sociologie des prénoms. Bonjour Baptiste Coulmont. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter succinctement? Donc moi je suis professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay. J'ai fait donc une carrière assez classique de universitaire. Pendant une quinzaine d'années, j'étais maître de conférence à l'université Paris 8, après avoir soutenu une thèse qui portait sur un autre sujet. Avant la thèse, j'étais à l'École normale supérieure à Paris, où j'ai fait une partie de mes études après avoir réussi le concours d'entrée à l'École normale supérieure vers 1995. Et avant, sinon, j'étais au lycée dans le nord de la France. J'ai été au lycée à Douai et puis à Lille. Et je viens d'une famille partie une partie de la famille est plutôt dans les professions médicales, on va dire, médecin généraliste. Et voilà ce que je peux dire. Je vois. Dites-moi Baptiste Coulmont, votre prénom en tant que tel, vous le trouvez comment? Est-ce qu'il vous plaît? Oui, il a pour moi un intérêt, c'est que donc je suis né dans les années 70 et le prénom que je porte, Baptiste, c'est un prénom qui connaît une croissance importante plutôt dans les années, à la fin des années 80, années 90 jusque vers 2000, et donc j'ai un prénom plus jeune que moi. Les Baptistes sont nés autour des années 2000, et donc en gros aujourd'hui ils ont on va dire entre 25 et 20 ans, et j'ai à peu près le double. Donc j'ai un prénom plus jeune que moi, ce qui peut avoir un intérêt, un petit intérêt social. Ils en sont peut-être surpris de me voir plus vieux que ce qu'ils imaginent. Et donc à ce titre, j'imagine que vous n'avez jamais pensé à changer de prénom alors? Non, pas plus que ça, mais comme différentes personnes, on peut avoir sur des comptes mail, des comptes de réseaux sociaux, des pseudonymes ou des pseudonymes littéraires. Donc j'ai pas tout écrit avec une seule identité, on va dire. Selon vous, Baptiste Coulmont, quel rôle votre prénom a pu avoir dans votre vie, qu'il soit positif ou négatif? Le rôle du prénom, je pense que le prénom lui-même joue peu de choses, a peu d'effet sur la vie des gens. Ce qui compte, sont les ressources dont les personnes disposent, les ressources en termes de revenus, de diplômes, d'origine sociale. Le prénom, c'est quelque chose en plus, mais c'est pas
ça qui va déterminer le destin ou la vie des gens. Le fait de disposer, comme moi, d'un prénom plus jeune que l'âge que j'ai, ça peut être un petit bénéfice, mais comparé aux ressources matérielles symboliques dont les personnes disposent, c'est pas grand-chose. Pourquoi avoir décidé d'enseigner la sociologie comme matière? La sociologie, en général, c'est il fallait. Donc, je suis entré à l'école normale supérieure vers 1995 et l'école normale supérieure forme principalement des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs. Et la sociologie m'intéressait peut-être un peu plus que d'autres disciplines comme l'économie, l'histoire ou l'anthropologie. C'est pas quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. C'était possible de faire ces études et ça m'intéressait, donc j'ai continué. Aujourd'hui, le prénom il est considéré comme un bien d'État. Qu'est-ce que vous voulez dire par un bien d'État? Le fait de détenir aujourd'hui un prénom fixe qui est inscrit sur l'acte de naissance, qui est inscrit sur les pièces d'identité, donc il est difficile de changer. Un prénom qui doit être précisé dans toute une série d'actes, par exemple les actes notariés, etc. C'est pas la volonté des individus eux-mêmes. Si on dispose aujourd'hui d'un prénom fixe, c'est pour des raisons politiques, d'identification des citoyens et des résidents. Dans les pays sans État, ou avec un État très faible, les gens ne disposent pas d'un prénom fortement fixe, cristallisé, dont ils peuvent pas changer. La question dans ces pays avec un État faible, c'est pas comment tu t'appelles, c'est plutôt comment on t'appelle. Et les gens peuvent dire, dans ma famille on m'appelle comme ça, mais mes amis m'appellent comme ça, et parfois on m'appelle comme ça. Mais nous, en France, on est persuadé que la vérité de son identité, elle se joue dans l'état civil, dans l'acte de naissance et dans tous les papiers qui dérivent de l'acte de naissance. Et que si on porte au quotidien un autre prénom, ce prénom-là, on va le qualifier de prénom d'usage, mais pas de prénom tout court. Donc là, on voit bien que la nécessité d'avoir un prénom fixe, cristallisé, dont on ne peut pas changer, qu'il faut manifester dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne, c'est une exigence étatique, c'est une exigence de police. C'est pas quelque chose qui vient des individus. Et dans de nombreuses autres zones ou cultures, les gens ont bien un nom personnel, mais ce nom personnel peut varier suivant les circonstances de la vie, les mariages, les décès, les déplacements, les métiers. Dites-nous un peu, Baptiste Coulmont, quand l'immutabilité du prénom s'est-elle imposée? Alors, c'est à la sortie du Moyen Âge, un moment où les personnes commencent déjà à avoir un patronyme hérité, souvent tiré des lieux dans lesquels les personnes habitent ou des métiers que les gens avaient. On peut penser à un nom comme Lefebvre, qui vient de forgeron, et à des demandes de l'État, donc si je me souviens bien, c'était sous François Ier, que les sujets du roi disposent d'un nom et d'un prénom fixe. Alors pour le prénom, qui s'appelait pas encore prénom, mais qui était le nom de baptême, c'était la nécessité qu'il soit bien enregistré dans les registres de baptême. Et pour les noms de famille, c'était lié à la nécessité de bien compter les personnes dans les endroits où ils résidaient.
Et quels ont été les facteurs principaux qui ont remis ça en question, l'immutabilité? Aujourd'hui, il est possible de changer de prénom. Et c'est possible en France depuis 1957. Entre le début du régime napoléonien et 1957, il était possible de changer de nom de famille pour certaines raisons, mais il n'était pas possible de changer de prénom. Le prénom qui était inscrit sur l'acte de naissance devait rester le même toute la vie. Mais ça posait pas de problème tant que le prénom de l'état civil n'était utilisé que dans une ou deux circonstances de la vie, hein, au moment du mariage ou au moment du service militaire. Mais dans le reste du temps, entre 1804 et 1940, il était possible d'utiliser au quotidien un autre prénom pour une raison assez importante, c'est que les papiers d'identité tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. La carte d'identité n'existait pas, les badges dans les entreprises n'existaient pas, une bonne partie des Français n'avaient pas de compte en banque et donc n'avaient pas besoin de justifier d'une identité solide. Ce qui faisait que le prénom de l'acte de naissance, il pouvait servir très peu. Et les juges disaient, il n'y a pas besoin de changer de prénom. Si vous voulez utiliser un autre prénom tout le temps, utilisez-le. Simplement, vous devrez utiliser le prénom de l'acte de naissance pour certaines circonstances, donc des actes notariés, le mariage, etc. Mais après 1940, en fait, les Français sont dotés de pièces d'identité, la carte nationale d'identité, et d'autres pièces qui sont des dérivés de l'acte de naissance. Et donc, le prénom de l'acte de naissance, il devient collant. Vous pouvez pas vous en défaire facilement. D'où des revendications au changement de prénom qui sont entendues par certains députés et qui conduisent en 1957 à une loi qui autorise le changement de prénom. Dans votre livre, nous apprenons que les pays, notamment du common law, les États-Unis en particulier, il est très facile de changer de prénom. Alors pourquoi en France, malgré la loi de 93, il est quand même relativement plus compliqué par rapport à ces pays-là pour changer de prénom? Mais parce que en fait, dans les pays de common law, le nom et le prénom que vous avez, c'est le nom et le prénom que vous déclarez. C'est pas le nom et le prénom qui est déclaré à la naissance par vos parents. Il a une importance, ce nom et ce prénom, mais le nom et le prénom, il est plus lié à la réputation qu'à des papiers extérieurs aux personnes. L'idée que on ne possède pas ce nom et ce prénom, c'est une idée qui est assez étrangère au monde du common law. Alors que dans tous les pays qui ont été envahis par Napoléon ou qui étaient fortement inspirés par Napoléon, le code civil précise que le prénom doit être inscrit sur l'acte de naissance, qu'il est difficile d'en changer, que pour en changer, il faut faire appel à la justice, ce qui n'est pas le cas des pays de common law, où pour en changer, vous devez publiciser le fait que vous en avez changé. Donc, les gens autour de vous doivent savoir que vous avez changé de prénom, mais vous n'avez pas une autorisation à demander à quelqu'un pour changer de prénom. Donc, ce sont deux manières différentes de considérer le nom et le prénom. Et dans les pays de common law, les pièces d'identité type carte nationale d'identité sont beaucoup moins fréquentes. Aux États-Unis, c'est plutôt le permis de conduire qui est utilisé comme carte d'identité. Et en Grande-Bretagne, la police ne peut pas faire des contrôles d'identité comme elle peut le faire en France parce que les gens n'ont pas à avoir une pièce d'identité sur eux. La logique du témoignage est beaucoup plus forte. Vous êtes la personne que les témoins disent que vous êtes. Alors bien sûr, les gens aujourd'hui ont toujours des séries de papiers sur eux, permis de conduire, badge d'entreprise, carte de fidélité, etc. Donc il existe d'autres papiers que la carte nationale d'identité.
partir du 19e siècle, nous apprenons que les prénoms féminins deviennent plus diversifiés que leurs homologues masculins. Comment expliquer ce phénomène? Alors, donc, bon, en fait, dans le monde européen, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne ou en France, le stock de prénoms féminins tiré principalement de la Bible était peu fourni. Vous aviez Marie, Élisabeth, Esther, Anne, et le stock de prénoms masculins était beaucoup plus important. Alors bien sûr, après vous avez les prénoms des saints et des saintes secondaires, et on pourrait penser à des prénoms germaniques comme Gertrude ou d'autres prénoms. Mais ce que l'on voit à partir du 19e siècle, c'est la transformation en prénom de toute une série de diminutifs qui se manifestent en France par des terminaisons comme et, Antoine, Antoinette, in, vous pourrez trouver des prénoms in ou ie, ou la terminaison en a, qui multiplient les prénoms féminins, parce que vous aviez Anne et vous avez maintenant Annette, alors que vous aviez Pierre et Pierrot, mais Pierrot est jamais vraiment devenu un prénom. C'est un diminutif de Pierre. Il est beaucoup moins utilisé comme prénom que Annette a pu être utilisé à partir de Anne. Donc là, on voit la transformation en prénom, donc leur inscription dans l'acte de naissance, leur usage, etc., de termes qui étaient probablement auparavant uniquement des diminutifs. Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit les prénoms féminins qui reçoivent plus rapidement des innovations que ceux masculins? Ben là, en fait, dans ce cas-là, je pense que c'est lié au fait que les prénoms masculins étaient déjà beaucoup plus nombreux avant, donc il n'y avait pas une pression à les multiplier, alors que les prénoms féminins, étant moins nombreux, il y avait peut-être un intérêt plus grand à trouver de nouveaux prénoms pour pouvoir nommer des personnes de manière différente. Imaginons, les chiffres sont faux, mais si vous avez 5000 prénoms féminins au départ pour 10 000 prénoms masculins, vous pouvez créer des prénoms féminins très vite en utilisant des diminutifs qui étaient déjà utilisés dans la vie courante. Au 19e siècle, le cycle de vie d'un prénom, c'était combien d'années plus ou moins? Les prénoms au 19e siècle, ce que l'on voit, c'est que ils se mettent à être choisis parce que les parents aiment le prénom. Alors, je refais ma phrase. Avant le 19e siècle, pour dire les choses rapidement, le prénom, il n'est pas choisi, il est transmis. Les parents ne se demandent pas si le prénom est joli, agréable, si le prénom va bien avec le nom de famille. C'est pas une question qui se pose. Le prénom que vous donnez, c'est en général, dans les pays catholiques, le prénom du parrain, un garçon, ou de la marraine si c'est une fille. Et donc la question se pose pas. Si le parrain c'est Philippe, le garçon s'appellera Philippe. Même si les parents ne se demandent pas si le prénom est joli ou ne l'est pas. Au 19e siècle, notamment parce que les mouvements de population, les débuts de l'urbanisation, d'industrialisation, les logiques familiales et de transmission de la terre et de l'héritage sont moins importantes, et les parents sont en partie délivrés des formes de domination des générations précédentes, et ils ressentent plus nécessairement l'obligation de transmettre le prénom du parrain, et en lien avec des courants littéraires comme le romantisme, en lien avec des évolutions, des pratiques, qui se mettent à choisir un prénom en fonction du goût pour telle ou telle sonorité. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit des formes d'engouement pour certains prénoms, et puis d'abandon à un moment où le goût pour certains prénoms commence à changer, parce que au bout d'un moment, le prénom, il est associé à des personnes qui sont plutôt des personnes âgées. Et si vous cherchez un prénom
à associer à des personnes plus jeunes, vous abandonnez le nom donné aux personnes plus âgées. Donc, ce qu'on voit au 19e siècle, c'est le début de ce mouvement d'engouement, puis d'abandon de prénoms, mais sur des durées beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Donc, c'est difficile de donner un chiffre précis sur le cycle de vie de l'engouement et de l'abandon, parce que pour un prénom comme Pierre ou Émile, ça peut être très différent. Mais c'est beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Baptiste Coulmont, est-ce que le prénom met les individus en concurrence sociale ou générationnelle? Alors, on peut parler de concurrence, c'est une manière intéressante de regarder ces cycles d'engouement et d'abandon. C'est opérer un petit décalage avec la manière par laquelle on considère le choix des prénoms. On pourrait parler de concurrence quand on s'aperçoit que des générations différentes n'ont pas les mêmes prénoms ou ne partagent pas tout à fait les mêmes prénoms, et expliquer cette différence par le fait que les générations sont pas juste marquées par un âge différent, mais sont marquées par des formes symboliques, ici les prénoms différents, et que donc les prénoms renforcent la concurrence entre générations. Le prénom est un indicateur et un signal. Alors, c'est un indicateur de quoi et un signal de quoi? Que voulez-vous dire par là? Le prénom, pour les sociologues, c'est l'indicateur de quelque chose d'autre. Quand on utilise le prénom dans nos enquêtes, c'est pas pour dire aujourd'hui le top 5 c'est Léa et Gabriel, etc. C'est pour dire je travaille sur des personnes, une population, un groupe de personnes, et en fait les prénoms, ça me dit déjà des choses, notamment sur le sexe des personnes. Je vais vous donner un exemple. Quand le PACS a été créé, la loi interdisait de recueillir le sexe des personnes qui s'étaient pacsées, avec l'idée que de cette manière-là, on ne pourra pas différencier les couples hétérosexuels des couples homosexuels, et ça protégeait la vie privée des personnes. Quelques années après, on s'est aperçu que le PACS était entré dans les mœurs, et que ça pouvait être intéressant de savoir si le PACS concernait plutôt des couples de même sexe ou des couples de sexes différents, mais on savait pas. Mais les données administratives recueillaient quand même le prénom des personnes qui s'étaient pacsées. Et donc, on pouvait utiliser le prénom pour connaître de manière assez précise le sexe des personnes qui s'étaient pacsées. Et donc là, le prénom, c'est un indicateur du sexe des personnes. D'autres collègues s'intéressent à la discrimination et aux formes de ségrégation, et là, des prénoms différents indiquent plus ou moins clairement, parfois avec du flou, des origines nationales différentes, et donc c'est un indicateur. Il n'est pas parfait, mais quand vous disposez pas du pays de naissance des parents, eh bien le prénom donne quand même quelque chose. Mais le prénom, c'est aussi un signal dans la vie quotidienne. Vous ne connaissez, vous, que le prénom d'une personne, puisqu'on pourrait dire, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle Simone, vous vous faites une idée de cette personne. Parce que vous avez connu d'autres Simones, donc peut-être vous vous dites, elle doit être très très vieille, ou alors c'est un bébé, quelques petites Simones. Et donc le prénom, il sert de signal flou, pas précis, mais de signal dans la vie courante. Et quand les parents choisissent un prénom, ils tiennent compte du signal que le prénom pourrait avoir, des connotations que ce prénom pourrait avoir. Est-ce que un certain prénom peut octroyer une valeur sociale supplémentaire à celui ou à celle qui le porte? Alors, quand on fait des enquêtes qu'on appelle des enquêtes par testing, où on envoie 2
CV identique, mais on fait juste varier le prénom et le nom de famille, parfois le lieu de résidence. Donc les CV sont identiques, mais on fait varier quelques caractéristiques. Ben, on s'aperçoit que en France, les personnes qui portent un prénom musulman ou un prénom arabe ou un prénom d'Afrique noire ou un prénom turc reçoivent beaucoup moins de réponses favorables que les personnes qui portent un prénom on va dire un prénom français ou un prénom qui circule en France depuis longtemps ou un prénom fortement donné en France. Donc dans ce cadre-là, on voit que le prénom, ici juste le prénom, est support de discrimination. C'est pas parce que les personnes qui reçoivent ces CV n'aiment pas le prénom, mais c'est parce que pour eux, le prénom, c'est le signal d'autre chose. Après, il est probable que les personnes, imaginons que le prénom qui soit discriminé, ce soit le prénom Samir, que cette personne change de prénom juste sur le CV pour avoir une offre favorable, ben, quand elle passera les entretiens d'embauche, si les recruteurs discriminent, c'est pas Samir qui leur pose problème. Et l'apparence physique de la personne sera là le support de la discrimination. Donc le prénom, il va, vous voyez ici, servir de support de discrimination quand les personnes n'ont pas les individus en face d'eux. Il est probable que dans la vie courante, le prénom serve peu, au sens où on rencontre les personnes qui portent le prénom. Donc voilà une réponse un peu molle, mais Je vois. Quel est le rôle de surnom dans tout ça? Donc dans tous les petits milieux d'interconnaissance, les cours d'école, le lieu de travail, parfois des sociabilités étudiantes, des groupes fortement intégrés au sens où ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble, où ils ont une vie collective intense. Mais on trouve des surnoms. On trouve des surnoms dans la famille, des surnoms, des petits diminutifs amoureux ou familiaux. On voit ça donc probablement dans les cours d'école. On voit ça dans les mondes criminels. Les surnoms qui sont liés à la mafia et qui visent à cacher un peu l'identité et à indiquer aux autres qui est cette personne. Il y a une étude assez intéressante en France sur les surnoms des traders quand la bourse était vraiment un espace de proximité physique. Donc les surnoms servent quand il y a une vie collective intense et ils servent aussi dans les mondes artistiques, mais là plutôt sous la forme du pseudonyme. La famille et le couple sont des petites entités politiques. Les lignées disposent d'un pouvoir inégal à l'affirmation identitaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette phrase-là? Oui, alors si vous interrogez des parents sur comment est-ce que vous avez choisi le prénom de votre enfant, etc., les parents vont vous raconter une histoire. Une histoire qui est plutôt courte, parce que on va pas ennuyer les gens avec notre petite histoire, et une histoire qui vise à montrer l'établissement d'un consensus. Donc les gens vont dire on a décidé, etc. Mais en fait, ils sont deux à choisir. Ils sont deux personnes avec des histoires différentes, avec des goûts différents, comme on a des goûts
culinaires différents. Hein. Certains aiment bien les frites et d'autres préfèrent, je sais pas quoi, la viande ou les patates à l'eau. Et ben c'est pareil pour les prénoms. Mais vous pouvez pas faire état en permanence de cette petite différence conjugale. Quand vous choisissez le prénom, vous devez aboutir à un accord. Et donc, quand vous posez une question, vous avez la mise en scène d'un consensus. Mais quand on regarde dans le détail de quel côté va le choix, mais on s'aperçoit que le choix va du côté de la personne qui dispose du plus de ressources sociales, donc un niveau de diplôme plus élevé, une origine sociale plus élevée, une origine nationale majoritaire ou minoritaire. Donc et ça, les études l'ont montré quand elles se sont intéressées plutôt à des couples mixtes dans lesquels on peut vraiment voir des différences entre prénoms. Donc quand vous avez une fille de médecin qui épouse un fils de professeur et que leur niveau de diplôme sont l'un fait bac+3 et l'autre bac+5, c'est difficile de dire tel prénom est plutôt associé à ça et tel prénom plutôt à ça. Est-ce que entre Camille et Julien en 1995, mais on sait pas trop. Mais quand vous avez quelqu'un qui est une fille d'Algériens et quelqu'un qui est le fils de personnes nées en France et dont les parents étaient nés en France, etc. Là, vous pouvez vous dire, si le choix c'est plutôt le choix de ce prénom-là ou plutôt le choix de ce prénom-là, là on voit bien qui a gagné dans la lutte. Donc quand on regarde ça, on s'aperçoit que c'est celui ou celle qui dispose du plus de ressources qui a tendance à faire pencher le choix de son côté. Même si à la fin, les parents vont vous dire « on était d'accord », ils vont vous donner des bonnes raisons, on a choisi un prénom qui allait bien parce que c'est aussi le prénom de la grand-mère, etc., etc. Mais quand on fait abstraction de ce que les gens nous disent, on s'aperçoit que, en gros, le dé ou la bille va tomber plutôt d'un certain côté que de l'autre. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la famille, en fait, et le couple conjugal, c'est un lieu de lutte avec des gagnants et des perdants. Mais quand les gens vous racontent leur petite histoire, ils y croient. C'est pas qu'ils vous mentent. Ils ont vraiment réussi à aboutir à un consensus. Et ce consensus, c'est plutôt l'acceptation de la victoire d'une personne plutôt que de l'autre. D'accord. Et donc c'est forcément la victoire d'une lignée par rapport à une autre alors. Pas forcément, parce que vous avez aussi des sortes de prénoms intermédiaires, des moments où la logique conjugale échappe aux déterminants sociaux. Mais si vous prenez des milliers de choix, vous voyez que il y a certaines cases qui sont beaucoup plus remplies que d'autres. Mais comme tous les comportements sociaux, on n'est pas on n'a jamais 100% des gens font ce qui est attendu. On a plus que ce qui arriverait si vraiment on avait une inattention complète au poids et aux ressources des différents piliers. Et dans le couple, c'est plus souvent la femme qui prénomme ou... Alors oui, quand on demande aux personnes qui a choisi, il y a peu d'études qui se sont intéressées à ça, mais il y en a. La question a été posée dans le cadre d'une enquête de l'INED, de l'enquête ELF. On s'aperçoit que c'est un peu plus souvent la mère qui va choisir. Et même quand les gens disent oh non c'était nous deux, etc., on peut penser que c'est plutôt quelque chose qui est porté par
par la mère, notamment parce que les personnes vont faire une liste quand ils vont choisir, ils ont plusieurs mois pour choisir, et pour faciliter la cristallisation du choix, ils vont faire une liste de prénoms. Et liste de prénoms, c'est un peu comme les listes de courses, comme les cartes postales qui sont envoyées, comme les remerciements que vous pouvez envoyer après une soirée, etc. C'est plutôt quelque chose que les femmes font plutôt que les hommes. L'entretien des relations dans la famille, c'est plutôt une activité féminine que masculine, et donc l'établissement de la liste de prénoms, même si les deux personnes réfléchissent, la personne qui tient le stylo sera plutôt la mère, la future mère, et le père, il prendra juste le stylo pour barrer tel ou tel prénom. Donc, j'aurais tendance à dire oui, plutôt une activité féminine aujourd'hui. Mais c'est pas le cas partout, ni tout le temps, c'est pas une activité qui est 100% féminine. Dites-nous, Baptiste Coudmont, qu'est-ce que ça signifie pour vous au niveau sociologique qu'un enfant, un bébé, reçoive le prénom d'une personne décédée? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vu comme une pratique pathologique. Si les parents font ça, on va considérer que ils font du mal à leur enfant, il faudrait bien qu'ils voient un psychologue donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est mal vu. Mais on porte tous le prénom de quelqu'un qui est mort, sauf à avoir le prénom de quelqu'un avoir un prénom totalement inventé qui n'a jamais été porté par personne. Donc là, la question qui se pose, c'est pas porter le prénom d'un mort, puisqu'on porte tous le prénom d'un mort, c'est porter le prénom d'un mort trop récent. Si le mort c'est le grand-père et qui est mort il y a 15 ou 20 ans, c'est pas vu comme très problématique. Puis si le prénom est jugé comme joli, bon, ça fait une petite histoire, le souvenir, etc. Mais bon, le grand-père, c'est peut-être encore un peu trop fréquent. Si le prénom, c'est celui de l'arrière-grand-mère que personne n'a jamais connu, et que le prénom est jugé comme joli, ça pose pas de problème. Mais si c'est le prénom du frère aîné qui vient de décéder, eh bien, là, oui, les psychologues, les psychanalystes, et tout le monde va considérer que c'est quelque chose à ne pas faire. Alors que ça se faisait longtemps, ça s'est fait longtemps, et on trouve, si vous faites votre généalogie et que vous remontez à plusieurs générations, vous apercevez qu'avec la mortalité infantile fréquente, vous avez souvent des prénoms qui sont remis en circulation quand le précédent bébé est décédé, parce que le prénom, il n'était pas choisi en fonction du prénom, il était choisi en fonction de la personne qui parrainait l'enfant. Et donc, si le premier enfant avait pas survécu, on prenait quand même le même parrain ou le même grand-père pour inscrire l'enfant dans la lignée. Aujourd'hui, comme les prénoms sont choisis en fonction d'une histoire familiale, d'un contexte précis, et que ils sont censés définir un individu et pas un autre, notamment dans la famille, vous ne trouvez plus de familles dans lesquelles les 3 fils vont s'appeler Pierre et les 3 filles vont s'appeler Jeanne. Lors d'un avortement ou la perte d'un enfant prématuré, le fait de prénommer le fœtus avorté ou perdu, est-ce que ça a un effet thérapeutique pour sa future mère? Alors, dans le cadre des luttes anti-avortement, les groupes chrétiens qui luttent contre l'avortement ont essayé de mettre en place ces dispositifs de nomination, notamment auprès de femmes qui ont avorté et qui, pour une raison ou pour une autre, se mettent à regretter leur choix. Donc là, pour ces groupes chrétiens, l'idée est de renforcer
la conception de l'embryon ou du fœtus comme une personne humaine, et de renforcer leur conception de l'avortement comme un crime. Donc on voit ça aux États-Unis, et il y a eu quelques études qui ont été faites dessus sur ces rites de nomination de fœtus. Mais on voit aussi dans le cadre de bébés nés mort-nés, donc qui sont décédés intra-utéro. Aujourd'hui, la possibilité de donner un prénom à ces enfants qui n'ont pas d'état civil parce qu'ils n'étaient pas vivants au moment de la naissance. Donc, je peux pas vous répondre sur la question thérapeutique ou l'effet que ça a sur les personnes, mais on voit que ces réflexions sur les prénoms démarrent avant la naissance vivante des enfants. Au 19e siècle et encore au début du 20e siècle et encore jusqu'à récemment, quand l'enfant était né mort-né, il y avait une déclaration qui était faite, mais l'enfant mort-né ne portait pas de prénom. Il était déclaré, si la personne s'appelait Lefebvre, mort-né Lefebvre. C'est ces choses qui ont changé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, avec la mise en place de registres quasi officiels de bébés morts-nés avec des prénoms, et même la possibilité de l'inscrire sur le livret de famille. Est-ce que appeler ses pères et mères par leur prénom est problématique selon vous? Moi, je ne sais pas si c'est problématique, mais je sais que de la même manière que les psychanalystes et les psychiatres et les psychologues trouvent que donner le prénom d'un aîné décédé à un enfant est problématique, mais ils ont eu tendance aussi à voir le fait d'appeler ses parents par leur prénom comme problématique. Donc il y a des textes de Françoise Dolto qui dit que c'est pas quelque chose à faire. Ça a été une revendication de milieux progressistes ou gauchistes dans les années 60 et 70 qui visait à lutter contre les différences de statut marquées dans la famille, notamment en voulant donner aux enfants un plus grand pouvoir sur leur vie. Et donc de pas appeler les géniteurs par papa et maman, mais les appeler par leur prénom permettait d'égaliser l'espace familial, oui. Dites-nous, Baptiste Coulmont, est-ce qu'on peut séparer l'identité nationale et prénom? Je vais répondre à ça d'une autre manière. Il y a une page Wikipédia très intéressante sur les prénoms de Mozart. Mozart, il est né au XVIIIe siècle dans l'Empire austro-hongrois. Il a été baptisé presque immédiatement après sa naissance, et à ce moment-là, l'Église baptisait les gens en latin. Donc, les premiers prénoms que Mozart a reçus, c'est Johannes, Chrysostomus, donc ce sont des prénoms latins, mais les Autrichiens de l'époque ne parlaient pas le latin quotidien. Donc, dans la vie courante, dès que le père de Mozart annonce la naissance de son fils à ses amis, il dit il s'appelle Wolfgang, Johann Wolfgang, je crois. Donc déjà, Mozart est né avec des prénoms latins pour l'Église et des prénoms allemands pour la famille. Mais Mozart, il a vécu dans plein de pays. Quand il est allé en Italie, il se fait appeler Amadeo, donc aimé de Dieu, qui est une sorte de variation d'un des prénoms qu'il avait reçus. Quand il arrive en France, le Amadeo se transforme en Amadée. Donc il est appelé Amadée. Et puis après, Mozart, il s'amusait
il s'amusait avec ses noms. Donc à un moment, il signe ses œuvres ou ses lettres Wolfgangus Amadeus pour jouer sur le côté sur la blague, quoi. Il se donne des sortes de pseudo-prénoms gréco-latins. Et aujourd'hui, le surnom qui s'est donné, Amadeus, il est resté. C'est d'ailleurs le titre du film sur Mozart, etc. Absolument. Donc Mozart, en fonction des lieux où il était, il a changé de prénom. Parce que mais c'est pas le seul. La reine que l'on connaît sous le prénom de Marie-Antoinette, qui est aussi née au XVIIIe siècle dans l'Empire austro-hongrois, elle n'est pas née Marie-Antoinette. Elle est née Maria Antonia, et juste quand elle a épousé le roi de France, son prénom a été francisé. Jusqu'à effacer en fait son identité de naissance. Quand Wilhelm Leibniz, le philosophe allemand, quand ses œuvres sont publiées en français, il devient Guillaume Leibniz. Et le philosophe qu'on connaît sous le nom de Emmanuel Kant, bien sûr, en Allemagne, il s'appelle Immanuel Kant. Donc le pape Jean-Paul II, il est Jean-Paul que en France. Donc, en fait, pendant longtemps, les élites transnationales parlaient plusieurs langues, lisaient le latin de l'Église, parlaient une langue vernaculaire localement, et quand elles passaient d'un pays à l'autre, elles changeaient de prénom. Le prénom, il était traduit. Donc, vous passiez d'une langue à l'autre. Votre prénom, il passait d'une langue à l'autre parce que c'était plus simple. Donc l'empereur qu'on connaît en France sous le nom de Charles Quint, il s'appelle pas Charles Quint, c'est un roi d'Espagne. Donc en Espagne, il s'appelait Carlos. Et puis, comme il était aussi empereur des Pays-Bas, aux Pays-Bas, il avait un autre nom et ça posait aucun problème. Vous changiez, en fonction de la langue que vous parliez, vous changiez de prénom. Mais c'est aussi parce que il n'y avait pas une fixité du prénom, les gens n'avaient pas de passeport avec le prénom fixe. Les nationalistes au XIXe siècle, ils ont voulu plusieurs choses. Ils ont voulu établir de la même manière qu'ils établissaient un costume national, une cuisine nationale, un paysage national, etc. Ils ont dit il y a des prénoms nationaux. Mais ces prénoms, ils étaient déjà accrochés à la langue, donc ça allait assez bien. Et la construction des États-nations s'est aussi faite avec la création de papiers d'identité. Et quand vous passiez d'un pays à l'autre, vous passez avec des papiers, et sur ces papiers sont écrits certains prénoms. Et du coup, il devenait plus difficile d'en changer. Si vous étiez Wilhelm en Allemagne, vous arriviez en France avec votre passeport allemand, les papiers qui vous étaient délivrés en France, les laissez-passer, etc., reprenaient cette identité de papier qui était sur les prénoms, et la traduction des prénoms à partir, de la fin du XIXe siècle est beaucoup plus difficile. Et donc, on vient renforcer l'idée d'une identité nationale. Du coup, les revendications nationales, à partir de ce moment-là, passent par l'établissement de prénoms nationaux. Et donc, on le voit dans ce qu'on pourrait appeler les deuxièmes revendications nationalistes, ou la deuxième période nationaliste, en Europe centrale, etc., avec l'idée qu'il faut attacher les prénoms de papier sur la langue nationale. Est-ce que choisir aujourd'hui un prénom breton, par exemple, ou basque pour son enfant, est-ce que ce serait l'expression latente d'opinion politique? Pas nécessairement, parce qu'en fait, on donne plus en France, on donne plus de prénoms bretons en dehors de la Bretagne qu'en Bretagne. Il y a plein de filles qui se sont appelées Nolwenn et de garçons qui se sont appelés Eric, ou non pas Eric, Loïc, alors même que ils n'ont pas de lien avec la Bretagne. Donc, si on peut voir des similitudes
temporelle entre la mise en place d'écoles d'Iwan ou le succès de revendications régionalistes et l'augmentation des prénoms bretons en Bretagne, c'est difficile de dire que ce sont les régionalistes bretons qui vont donner des prénoms bretons en Bretagne. Il y a eu les prénoms bretons, ils ont bénéficié d'une mode parce qu'ils étaient nouveaux. Ils n'avaient pas circulé comme prénom en dehors de la Bretagne auparavant. En revanche, en Bretagne, ils pouvaient avoir été donnés, mais comme prénom non inscrit à l'état civil, puisque la langue de l'état civil, c'était le français, donc il y avait une restriction, la possibilité de donner des prénoms bretons, mais tant que les Bretons parlaient breton, entre eux, ils avaient des prénoms bretons. Donc c'est difficile de dire, de remonter en fait du choix de la personne, j'appelle ma fille Nolwenn, à leur opinion politique. Pour ça, il faudrait avoir une enquête dans laquelle on a à la fois des questions sur quel prénom vous avez donné à votre enfant et des questions sur le régionalisme, etc. Pour savoir si ce sont vraiment les régionalistes qui appellent leur enfant Nolwenn ou si Nolwenn est jugée jolie par des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement l'autonomie de la Bretagne. Lors de la période nazie, le décret du 18 août 1938 dresse une liste de prénoms juifs autorisés. Est-ce là un exemple d'utilisation du prénom à des fins de discrimination et de ségrégation? Là oui, parce que en fait, les nazis voulaient pouvoir identifier à distance les juifs et les non-juifs. Et donc non seulement il y avait des prénoms autorisés et des prénoms interdits, mais tous les juifs devaient porter comme prénom, s'ils avaient reçu un prénom non-juif à leur naissance, ils devaient porter un prénom. Alors je sais plus pour les femmes ça devait être Sarah et pour les hommes je sais plus exactement quel était le prénom. Donc c'était une manière de pouvoir identifier comme juif sur tous les papiers et sur toutes les correspondances les personnes. Là on a vraiment une politique d'identification à distance de la religion des personnes. Et ça arrive en Allemagne avant l'obligation du port de l'étoile jaune, qui sert à identifier les juifs dans les relations quotidiennes. L'idée de l'obligation de certains prénoms visait à pouvoir les identifier à distance. En France aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore vivre des discriminations dues à son prénom et dans quel secteur d'activité cela peut-il se faire? Ah ben oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les enquêtes par testing montrent bien que porter un prénom différent des prénoms majoritaires a des effets, notamment sur le fait de recevoir ou de pas recevoir une offre d'emploi à caractéristiques égales. C'est probablement pas restreint à un milieu d'activité plutôt qu'un autre. Ça doit être général. Mais je pense que c'est important de le signaler. Le prénom n'est pas le support de l'ensemble des discriminations. Le lieu de résidence, le nom de famille, l'apparence physique, tout ça sont des éléments de discrimination. Comment expliquez-vous que dans les familles d'immigrés, ce soit les filles qui reçoivent des prénoms du pays d'accueil plus volontiers que les garçons? Donc en effet, ce que l'on voit, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, c'est que les prénoms des filles ressemblent plus aux prénoms du pays d'accueil que les prénoms des garçons. Il y a différentes explications possibles.
il y en a une qui viserait à dire que la continuité symbolique entre le pays d'origine, la lignée, les lignées des aïeux, etc., et la situation maintenant se fait peut-être plus par les garçons, mais bon, je sais pas dans quelle mesure on pourrait vraiment voir ça dans les données. Il y a le fait que les prénoms des filles et des garçons diffèrent déjà avant même la migration. Donc, on va prendre les prénoms turcs et les prénoms allemands. Il y a une immigration turque en Allemagne. Les prénoms masculins turcs et allemands sont très différents. Si vous faites la liste des prénoms allemands et la liste des prénoms turcs masculins, ben vous avez très peu de prénoms en commun. Mais si vous prenez la liste des prénoms allemands féminins et la liste des prénoms turcs féminins, vous en avez déjà plus en commun. Vous en avez quelques-uns. D'accord. Ne me demandez pas lesquels. Hein. Peut-être Myriam, peut-être Maria. Il y a quelques prénoms qui peuvent être des prénoms de filles en Allemagne et des prénoms de filles turques en Turquie. Donc, il y a, parce que les prénoms des filles, notamment avec la terminaison en A, qui est commune à tout l'espace méditerranéen, ont peut-être déjà plus circulé avant l'immigration que les prénoms masculins qui sont plus rattachés à une langue. Donc il y a différentes explications possibles. La difficulté, c'est d'avoir suffisamment d'informations dans les enquêtes pour pouvoir répondre aux questions qu'on se pose. Mais il y a eu plusieurs travaux sur ce thème. Pourquoi aujourd'hui Baptiste Coulmont, défranciser son prénom peut être perçu comme un acte de trahison? Ce qu'on appelle la francisation, c'est le fait de demander au moment de l'acquisition de la nationalité française le changement du prénom que vous avez pour un prénom français. Et donc, en fait, c'est la première question qui est posée aux personnes qui demandent la naturalisation. C'est tout en haut du formulaire, c'est voulez-vous franciser votre nom et votre prénom, ou votre nom ou votre prénom, ou que votre prénom, etc. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui est arrivé en France très jeune, il vient d'Italie, il s'appelle Antonio, tout le monde a fini par l'appeler Antoine. À l'âge de 50 ans, il devient finalement français. Bon, il dit, bah oui, je vais franciser mon prénom. Parce que je deviens français, que c'est plus simple, que de toute façon personne m'appelle Antonio, etc. Donc ça, c'est la francisation. C'est une procédure qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui visait à limiter les discriminations. Donc le point de départ, c'était de dire on sait bien que les Français sont xénophobes, racistes, etc. On l'a vu au moment de la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de mettre en place des politiques de lutte contre la xénophobie, on va permettre aux étrangers, aux anciens étrangers, d'être moins visibles. Ça n'a jamais intéressé une majorité des naturalisés, cette francisation. Mais il y a des personnes qui prennent un prénom français au moment de la naturalisation et qui s'aperçoivent que, en fait, ça marche pas. Qu'ils sont pris Jean-Christophe ou je sais pas quoi, ou Stéphanie, puis ils s'aperçoivent que c'est pas à 40 ans ou à 35 ans qu'on peut changer de prénom comme ça, surtout si ça n'a pas été préparé. Et donc, vous avez des personnes qui reviennent et qui disent, en fait, non, je pense que j'ai fait une erreur. Je m'appelle Stéphanie, mais en fait, avant, je m'appelais Fatima, et tout le monde continue à m'appeler Fatima. C'est Stéphanie sur ma carte d'identité, mais j'ai pas une tête de Stéphanie. Personne comprend pourquoi j'ai changé ce prénom-là. Et il revenait devant les juges, puisque maintenant c'est des judiciarisés, revenait devant les juges en disant non, mais en fait je préfère revenir à mon prénom de naissance. Et là les juges et les procureurs disaient oui, mais attendez, vous venez de dire il y a quelques années je veux devenir français et c'est pour ça que je prends un prénom français, et là vous dites autre chose. Donc qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que ça signifie? Donc là les questions que les juges, les procureurs posaient étaient
ils avaient du mal à comprendre ce retour au prénom de naissance. Et au lieu de dire ah ben on comprend, c'est votre histoire personnelle et on voit bien que ça marche pas, ils posaient des questions sur le lien à l'identité nationale, presque des questions philosophiques sur le lien que les personnes avaient avec la France. Et donc les gens disaient non, je suis français, je me sens comme français, mes enfants sont français, mon mari est français, on est tous français, mais ce prénom-là, Stéphanie, il a jamais pris. C'est jamais devenu mon prénom. C'est un prénom de papier et donc il dit mais non, rassurez-vous, je me sens français. C'est juste que j'ai fait une erreur en prenant ce prénom, en croyant que ça me faciliterait la vie. Ça m'a pas facilité la vie. Très bien. Merci Baptiste Coulmont. Chers auditeurs, merci. Merci d'être toujours plus nombreux à notre écoute. Si tu aimes le contenu de ce podcast, alors n'hésite surtout pas à le soutenir en lui accordant le plus grand nombre d'étoiles sur les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Commentez, partagez et abonnez-vous sur nos médias sociaux afin d'être rapidement mis au courant de la sortie de nouveaux contenus. Vos retours et encouragements demeurent profitables à la qualité de l'émission.